Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de ce 19h45 dont voici le sommaire. On parle dans cette édition de cette grave infection des fines membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière, la méningite, une maladie foudroyante et souvent mortelle contre laquelle ce 24 avril est consacré. La Fashion Revolution Day est également célébrée ce 24 avril. C'est une journée dédiée à la valorisation de l'industrie de la mode. Des acteurs évoquent dans cette édition les difficultés rencontrées dans la promotion de ce secteur. Enfin, le secteur industriel est reconnu comme important dans la valeur ajoutée d'une économie. Mais comment ce secteur peut-il contribuer à dynamiser l'économie béninoise? Un consultant industriel nous en parle. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On démarre ce journal par ces chiffres qui font froid dans le dos. Chaque année, plus de 2,5 millions de cas et 233 000 décès sont enregistrés dans le monde. La cause, la méningite, une pathologie source d'angoisse dans l'univers des soins pédiatriques. Ce 24 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre la méningite, une occasion pour faire prendre conscience de l'importance de cette maladie et surtout des moyens de la prévenir. C'est une grave infection des fines membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. La méningite peut être foudroyante et souvent mortelle. Le taux de létalité de cette maladie est environ de 10%. Elle peut survenir à tout âge, mais elle touche particulièrement les enfants et les adolescents. Vous avez le plus souvent de la fièvre, qui est un symptôme très fréquent, la fièvre, les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête, les douleurs articulaires. Vous avez aussi une raideur du cou, vous avez une irritabilité, des troubles mentaux à type de confusion et parfois une phobie à la lumière. Vous avez forcément des séquelles neurologiques. Des séquelles neurologiques, c'est-à-dire par exemple une paralysie de l'hémicorps, une hémiplégie. Vous avez une hémiparésie, c'est-à-dire une faiblesse de l'hémicorps. D'autres séquelles neurologiques qui vous empêchent d'être vraiment actif et d'avoir des membres très, très fonctionnels. La méningite est généralement due à une infection virale, mais elle peut être également d'origine bactérienne ou fongique. La maladie est trop méconnue des parents, ceci parce que les symptômes ne sont pas suffisamment spécifiques. Le traitement de la maladie dépend du germe en cause. Au Bénin, des dispositions sont prises pour prévenir le mal. Si c'est un virus, il faut attaquer le virus. Si c'est une bactérie, il faut attaquer la bactérie par des antibiotiques. Si c'est un champignon, il faut attaquer le champignon par des antimycosiques. Mais nous n'avons plus suffisamment de cas à la date d'aujourd'hui. Néanmoins, il y a encore quelques cas, surtout dans certaines régions du septentrion. Pour prévenir, on peut commencer 1 an et demi, 2 ans et demi, 3 ans et demi et à 9 mois. Vous allez avoir vos différentes doses de vaccin et puis c'est suffisant pour vous permettre de vivre longtemps sans avoir de la méningite. L'objectif de l'Organisation mondiale de la santé est de vaincre la méningite d'ici 2030. Des vaccins existent et peuvent aider à atteindre cet objectif et le large usage a permis de contenir les épidémies dans les pays à risque. Et depuis 8 ans maintenant, le 24 avril est également consacré à la Fashion Revolution Day, une journée au cours de laquelle les acteurs de la mode s'activent pour la valorisation de ce secteur. Une équipe de la rédaction est allée à la rencontre d'un styliste et d'une promotrice de mode. Suivons leur reportage. Chaque année, le Fashion Revolution Day est célébré dans plus de 130 pays. Le collectif Fashion Revolution incite à consommer la mode autrement, à s'interroger sur ceux et celles qui la fabriquent. Acteur de la mode depuis maintenant 2 ans, Khaled est un styliste très atypique. Dans mes créations, le truc que je vois déjà automatiquement, c'est les couleurs.
Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui a une personnalité très colorée. Du rose pour un homme, par exemple. Pour moi, c'est simple, c'est normal. Parce que c'est ma vision de la chose. Mais d'aucuns penseront que c'est presque interdit à un homme de mettre du rose. Son parcours n'est certes pas encore élogieux, mais pour ses premiers pas, une chose frappe le créateur à l'esprit en ce qui concerne la mode béninoise. On ne prend pas beaucoup de risques ici. Dans les pays plus développés, la mode est vraiment quelque chose de plus intéressant. Vous allez voir des créations pas possibles, des trucs qui à couper le souffle. Mais ici, je ne pense pas que les consommateurs sont prêts à acheter des créations du genre. Donc on dose un peu l'inspiration aussi par rapport à ça. Le Béninois n'est pas encore prêt à aller voir un styliste pour une tenue et tout ça. Une impression partagée par plusieurs acteurs de la mode. Cette jeune promotrice de mode s'active à donner plus de visibilité et à promouvoir le secteur au Bénin, souvent sur fonds propres. Pour elle, une révolution de la mode s'impose. Les dirigeants n'accordent pas forcément à la mode la place qui lui est due. Et du coup, c'est compliqué. On se retrouve à organiser des événements, à vouloir promouvoir la mode de notre pays. Sur des fonds propres. Les mannequins n'ont pas de statut au Bénin. Les créateurs de mode, c'est vrai qu'il y a, depuis qu'il y a une association et tout, il y a quand même un effort qui se fait pour pouvoir perfectionner la chose. Mais si le gouvernement également ne met pas en place des dispositions pour promouvoir, pour faciliter la tâche, ça va être compliqué. Il faut beaucoup de promotion par rapport aux marques de chez nous, beaucoup d'innovation aussi. Parce que quand c'est beau, c'est nouveau et que c'est bien créé, ça plaît. L'importance du travail équitable et décent, la protection des acteurs de la mode et leur environnement pourrait garantir une mode béninoise aux couleurs radieuses. Et on parle à présent du secteur industriel dont l'une des missions est de contribuer efficacement au développement, un secteur reconnu comme important dans la valeur ajoutée à l'économie. Mais de l'extension de l'outil industriel aux contraintes liées à la disponibilité, à la qualité et au coût des facteurs de production, que faire aujourd'hui pour dynamiser l'économie nationale en prenant appui sur le secteur industriel? Explication ici avec Arsène Fado. Il est consultant industriel. Le financement industriel n'est pas encore ce qu'il doit être. Aujourd'hui, je vois beaucoup de promoteurs d'industrie ou de PMI qui vont vers des banques classiques pour se faire financer. Et ça, c'est un modèle qui est dépassé. Pour cela, il faudra des fonds. Il faudra des fonds, notamment des fonds d'investissement. Il y a beaucoup de types de fonds spécialisés dans chaque secteur. Et ça, c'est un des premiers chantiers que je trouve important. Le deuxième, c'est l'entrepreneuriat industriel. Il faut qu'on développe l'entrepreneuriat industriel, c'est-à-dire qu'on forme les entrepreneurs ou les jeunes qui désirent entreprendre au modèle économique. Le modèle qui est basé sur la chaîne de valeur, qui est basé sur un gain structurant et non un gain rapide. Depuis mon retour au Bénin, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de volonté et quand vous les voyez faire, vous les voyez fabriquer leurs produits, ils y mettent tout le cœur. Mais seulement ça ne suffit pas. Il faut avoir ce qu'on appelle la maîtrise opérationnelle. Alors que c'est ça qui constitue le cœur d'une entreprise industrielle. C'est la maîtrise des opérations, la maîtrise du process. Tous ces aspects sont des aspects qu'il faut, ma foi, renforcer lors des formations à l'entrepreneuriat. L'industrie collabore avec tous les autres secteurs de la vie. Vous n'avez pas besoin qu'un industriel soit encore en train de se gêner pour le transport. Il y a des transporteurs spécialisés. Il faut les laisser pour que l'économie tourne, pour que chacun ait son gain et que le système tourne. Mais il faut penser à des microzones pour que, à petite échelle, les gens voient déjà ce que c'est que Globibit. Et puis, l'autre chose aussi, il faut qu'on pense à intégrer les opérateurs en tant que support, les opérateurs économiques locaux en tant que support par rapport à la zone. Donc du coup, ça suppose qu'il y ait une plateforme qui permette aux industries qui s'installent à nouer des partenariats, des contrats de prestation de services. Et comme ça permettra à tout l'écosystème de fonctionner.
Hors de nos frontières à présent, on va en Afrique du Sud à la découverte du Blue Train, le train bleu qui relie la capitale administrative Pretoria au Cap en 2 jours. Autrefois réservé principalement aux touristes étrangers, le train est désormais plus accessible aux Sud-Africains. La compagnie a cassé les prix depuis la crise du coronavirus. La lenteur fait partie du voyage, notamment parce que cela permet aux voyageurs d'admirer le paysage. Découverte. Le train bleu parcourt les grands espaces d'Afrique du Sud depuis près d'un siècle. C'est l'un des trains les plus luxueux au monde. 19 wagons de boiserie et de dorure qui promettent à ses passagers un voyage dans le temps. En gare de Pretoria, ce couple de Sud-Africains rejoint son compartiment pour 2 jours de voyage vers le Cap. 1600 km. Voici votre chambre, la suite numéro 7. Merci, ça a l'air très beau. Chaque cabine a son majordome particulier. Tout est conçu comme dans un palace. Les 41 chambres possèdent un secrétaire, un salon. Et pour les plus luxueuses, une baignoire et une robinetterie en plaqué or. Enfin, on y est. On va être servis, nourris, tout le monde va être aux petits soins pour nous. On espère se relaxer autant que possible. Il est 14 h, le train se met en route. Un défi pour le conducteur. Avec la pandémie, le vol de câbles en cuivre a explosé sur les voies ferrées d'Afrique du Sud. Tout le trafic ferroviaire a été fortement touché. Les voleurs prennent de grands risques pour gagner quelques euros. Le Covid-19 a laissé de nombreuses personnes sans ressources. Parfois, ils volent les câbles juste sous vos yeux. Ça retarde le train. Et quand ils les volent, vous restez sans électricité. Au plus fort de la pandémie, le train bleu est resté plusieurs mois à quai. Quand il a redémarré, la compagnie a cassé les prix, moins 30% pour faire revenir les voyageurs. Pour monter à bord, cette touriste sud-africaine a tout de même payé 1300 € en pension complète pour 3 jours. Le train bleu, ça a toujours été plutôt réservé aux étrangers. Et aujourd'hui, nous, les Sud-Africains, on a l'opportunité de monter à bord grâce à la tarification Covid. J'ai pu acheter un billet pour ma mère de 83 ans. C'est le voyage d'une vie à mon âge. C'est un rêve pour moi d'être ici. La signature du train bleu, c'est ce wagon panoramique. Le lieu préféré des voyageurs. Le convoi ne dépasse jamais les 60 km/h, ce qui laisse du temps pour admirer la vue. C'est toute l'Afrique du Sud qui défile. Le désert de Karoo, les montagnes ciselées du Swartberg, des paysages sublimes. Mais aussi des bidonvilles, symbole d'un des pays les plus inégalitaires au monde. Entre tous ces gens qu'on croise, les rencontres qu'on fait à bord, et puis ces paysages, cette vie qui défile lentement sous nos yeux, on est comme dans un monde à part, dans notre petite bulle. Quand le soleil se couche, c'est l'heure du dîner dans le wagon-restaurant. Et ici, c'est tenue correcte exigée. Nous demandons à ces messieurs de porter le costume cravate et pour les dames d'être élégantes. Mais elles le sont toujours, elles sont numéro 1. À table, les majordomes servent des grands crus et des plats dignes des chefs étoilés. Tout est préparé à bord. Oh mon Dieu, vous mangez de la cuisine gastronomique dans des wagons des années 20. C'est incroyable. Le train va rouler toute la nuit. Le Palace sur rail affiche complet pour les prochains mois. Et c'est sur cette belle découverte que prend fin ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.